Alors, on s'interroge sur quand l'intelligence artificielle améliore les algorithmes vieillissants et répond aux défis énergétiques du siècle. Et pour répondre à cette problématique ô combien complexe, il fallait un scientifique à la hauteur. Alors, on a sollicité rien de moins que l'innovateur de l'année de moins de 35 ans selon la MIT Technology Review. Merci de réserver un accueil de star. Voici Al-Hussein Fawzi, chercheur chez Google DeepMind, diplômé de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui va échanger en langage naturel et en n'utilisant que 3% de ses ressources cognitives avec Guillaume Gralet, rédacteur en chef tech et sciences du Point. Il n'est pas interdit de les applaudir, pardon. Merci beaucoup Boris et merci à Al-Hussein d'être avec nous. C'est super rafraîchissant de te parler parce que donc, tu es franco-égyptien et surtout tu t'intéresses à des problèmes du quotidien. Par exemple, quel chemin va me permettre d'aller le plus vite possible à Roissy, des problèmes où en fait il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Ça peut être très utile pour créer des nouveaux médicaments, des nouveaux matériaux, répondre à certaines problématiques des défis énergétiques. Mais la toute première question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un algorithme ? Ok, merci beaucoup pour l'invitation. If it's okay, I'll continue in English. Si ça vous va, je vais poursuivre en anglais. Alors, un algorithme est une séquence d'instructions afin de résoudre une tâche informatique ou de calcul. Par exemple, si vous voulez venir d'ici, aller à l'aéroport Charles de Gaulle, eh bien, quelle est la meilleure route, la meilleure trajectoire? Est-ce qu'il vaut mieux prendre le train, le bus et ensuite le train? Quelle est la manière optimale de faire ce trajet? Si par exemple, si vous avez votre ordinateur portable et vous souhaitez optimiser vos ressources ou votre batterie pour une utilisation adaptée à la vôtre, eh bien, un algorithme est vraiment le système sous-jacent qui permet d'optimiser cette batterie pour telle utilisation. Et donc, les algorithmes sont sous-jacents à tous nos problèmes de calcul informatique et on vit dans un monde où tout est un calcul informatique et donc pour plus d'efficacité et avoir des algorithmes plus efficaces, eh bien, pour résoudre ces calculs, voilà, c'est ça qui est très intéressant. Et donc tu es basé à Londres où tu chapeautes une équipe de 8 chercheurs et tu as décidé, c'est ça que je trouve assez dingue, c'est qu'effectivement on s'en sert beaucoup des algorithmes depuis longtemps, mais qu'il faut mettre au point des nouveaux algorithmes. Yeah. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? So, algorithms have been around les algorithmes existent depuis des milliers d'années. Depuis l'Égypte ancienne, qui avait conçu des nouveaux algorithmes afin de faire des multiplications sans besoin d'une table de multiplication, jusqu'à d'autres algorithmes pour trouver, par exemple, trouver le chemin le plus court. Et on utilise des algorithmes depuis très longtemps pour plusieurs raisons, mais je voudrais me concentrer sur une raison. Le fait de découvrir de nouveaux algorithmes est très difficile. Et afin de concevoir un nouveau algorithme, il faut comprendre un problème profondément, faire des tests. Comme pour toute idée, ça ne fonctionne pas souvent au début. Prendre la solution qui semble fonctionner, prouver qu'elle est correcte et ensuite le tester pour voir si ça marche dans la vraie vie. Et donc c'est un processus très long de conception de ces nouveaux algorithmes. Et avec l'IA, puisqu'on vit maintenant dans l'ère de l'intelligence artificielle, ça a l'air peut-être un peu contre-intuitif d'utiliser ces algorithmes conçus il y a des décennies et qu'on devrait plutôt utiliser l'IA. Ce qui est très intéressant dans ton parcours, c'est qu'après avoir étudié à l'EPFL, qu'on connaît bien, on a eu la chance d'avoir son président ce matin intervenir au Paris-Saclay Summit, tu as décidé de rejoindre DeepMind. Alors, DeepMind, c'est pas n'importe quelle entreprise, c'est une entreprise qui a été rachetée par Google, mais qui a fait parler d'elle parce qu'elle a réussi à battre parmi les meilleurs, parce qu'on ne sait jamais qui est vraiment le meilleur joueur de Go au monde, mais en tout cas Lee Sedol, qui est considéré comme un des très bons joueurs, et qui considère que l'approche des jeux vidéo, l'approche des jeux, avec son univers quasiment ouvert, où on ne sait jamais trop ce qui va se passer, est très intéressante. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les jeux vidéo peuvent aider à créer des nouveaux algorithmes, justement? So, video games have... Les jeux vidéo ont une propriété vraiment fondamentale, à savoir que la fin est ouverte.
On ne connaît pas les limites. Comme les découvertes scientifiques, on ne sait pas quelle est la bonne réponse. Et les jeux vidéo ont vraiment cette caractéristique, à savoir qu'il faut être en mesure de découvrir, explorer beaucoup afin d'obtenir le meilleur score. Et de la même manière, on utilise des techniques de renforcement de l'apprentissage dans nos travaux de recherche scientifique qui sont très similaires à ce qui a pu être développé pour jouer par exemple aux échecs, simplement parce que ces jeux ont une structure ouverte. Un autre aspect que j'aime dans les jeux vidéo, c'est qu'il y a un métrique, un indicateur concret, un score qui vous dit quel est votre niveau. Et dans la science, souvent, malheureusement, on n'a pas ce genre d'indicateur, mais parfois, c'est le cas. Et être en mesure de guider le système de machine learning avec un mécanisme de score, c'est très utile. Ingrédients, en réalité, pour mettre au point, très essentiel, très important, pour mettre au point les nouveaux algorithmes, ça peut être effectivement la puissance de calcul, trouver les bons talents, on en parle beaucoup en France avec... Bien sûr, l'aventure Mistral, mais d'autres aventures autour du logiciel libre, des chercheurs que souvent tu connais toi-même très bien. Mais je crois que tu as aussi une présentation que tu voulais nous montrer pour expliquer un petit peu comment vous travaillez au quotidien chez DeepMind pour mettre au point ces nouveaux algorithmes. Donc je pense qu'on peut utiliser la petite télécommande qui est là. Voilà. Yeah, so just put some slides to talk a little bit. Alors j'ai créé quelques diapos afin de vous parler du travail qu'on fait chez DeepMind pour découvrir de nouveaux algorithmes et rentrer un peu plus dans les détails des sujets que je viens d'esquisser. Excusez-moi, le format de la présentation a été un peu modifié. Alors, je travaille dans l'équipe AI for Science, l'IA pour la science. Et l'objectif, c'est d'utiliser l'IA pour de nouvelles découvertes scientifiques, plus précisément pour avoir un impact transformatif dans la science. Vous avez peut-être entendu parler des résultats de cette équipe, notamment un des plus connus, AlphaFold. AlphaFold est un système de machine learning qui est en mesure de prédire la destruction des protéines. Ça, c'est crucial en biologie. Et on l'a utilisé, on a utilisé l'IA et il y avait déjà des progrès lents, mais l'IA a permis vraiment d'accélérer beaucoup ce travail avec des cas d'usage, par exemple la découverte de certains médicaments. Justement ce repliement des protéines. Exactly. Another use case is obviously un autre cas d'usage, c'est également la prédiction de la météo. Comment prédire précisément la météo, le temps qu'il fera dans 10 jours. L'année dernière, on a publié un travail de recherche, GraphCast, un graphique qui permet vraiment d'améliorer les résultats. Et l'image qui n'apparaît pas à droite concerne les matériaux. On a découvert de nouveaux matériaux avec l'IA. Les matériaux, c'est un aspect fondamental pour créer de nouvelles technologies et il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur ces matériaux que l'IA peut éventuellement découvrir. Et comme on l'a dit, je ne vais pas le répéter, mais je travaille sur la partie algorithme. On a un peu parlé de l'histoire jusqu'à maintenant et notre mission dans mon équipe, c'est de découvrir de nouveaux algorithmes efficaces pour avoir un impact sur certains sujets. Notre objectif, ce n'est pas simplement de dire l'IA a redécouvert tel ou tel algorithme. Non, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de repousser les frontières des algorithmes existants. Et si on souhaite le faire, c'est pour des sujets qui ont un impact, qui sont vraiment à la racine d'autres problèmes de calcul informatique. Et donc, si on peut améliorer l'algorithme pour résoudre un certain problème, eh bien, il y a ensuite un ruissellement, un impact par ruissellement. Et donc, la première manière de réfléchir à la découverte d'un nouvel algorithme, c'est de demander à un modèle de langage.
on demande, est-ce que tu peux écrire un algorithme afin de résoudre une tâche, venir d'ici jusqu'à Charles de Gaulle par exemple? Malheureusement, dans ce cas-là, avec un modèle de langage, on reçoit une réponse à partir d'un algorithme déjà existant, un copier-coller. Mais parfois, c'est encore pire, c'est ce qu'on appelle une hallucination, c'est un algorithme qui ne résout même pas le problème en question. ChatGPT, par exemple, peuvent aussi dire n'importe quoi. Exactement. Bon. Yeah, exactly. Yeah. So the key idea that Et donc, l'idée principale qu'on a pu développer, c'est de combiner ces techniques de machine learning avec un processus ou une composante de vérification. Donc, combiner la créativité de l'IA avec un système de vérification, donc afin de ne pas faire n'importe quoi. Donc d'avoir des mesures de protection. L'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire que la machine va se corriger elle-même. Vous allez apprendre à la machine à se corriger, c'est ça? Exactement. So we have two agents. We have On a donc deux agents, un agent IA qui devine, ou en tout cas qui fait des suggestions. Elles sont présentées au vérificateur et le vérificateur vous dit 90% c'est n'importe quoi et il y a 10% qui sont corrects. Et on renvoie ça à la machine et ensuite la machine capitalise là-dessus afin de continuer à améliorer les résultats. Et donc, avec ce cycle-là, on est en mesure d'atteindre des résultats bien meilleurs et éventuellement des algorithmes de bien meilleure qualité que si on ne suit qu'une étape. Alors, vous allez peut-être me demander d'où viennent les vérifications. On peut l'obtenir de différentes sources. On peut l'apprendre. Mais ce qui est intéressant dans la mathématique et dans les algorithmes, c'est qu'il y a une tendance commune. De nombreux problèmes sont faciles à vérifier, mais difficiles à résoudre. Si vous me donnez une solution potentielle, par exemple pour aller à Charles de Gaulle, on commence par bateau, ensuite on fait ci ou ça, je vais vous dire non, c'est pas bon, ça n'a aucun sens, même si je ne sais pas comment y aller. Donc la vérification est bien plus simple que la solution. Si vous me donnez une hypothèse, je peux facilement vous dire si l'hypothèse, la solution est bonne ou mauvaise. Mais trouver une solution, c'est très complexe. Et donc souvent, pour tous les problèmes, on a une vérification, mais pas évidemment une solution. Et pour être un peu plus concret, je vais vous parler un peu plus de la multiplication des métriques, indicateurs. Les métriques, un problème de calcul fondamental, qui est vraiment à la racine de la compression d'images, la cryptographie, la simulation. Donc, c'est ce qu'on appelle un problème racine. On aime ça, on essaye de s'y attaquer. Et si, par exemple, il y a un impact sur 1, et bien ensuite, il y a un impact ruisselant. Des données, des différents jeux de données, ça peut être, par exemple, pour une voiture autonome, alors, elle doit se déplacer sans heurter une autre voiture, par exemple. Yes, I mean, there are applications of this. Oui, en effet, il y a des applications de la multiplication de la matrice dans de nombreux problèmes, notamment celui que vous venez de mentionner. Et je ne veux pas être trop technique, mais je vais peut-être vous donner une intuition, un aperçu pour les personnes qui ont peut-être un appétit pour la technique. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est la multiplication de la matrice, mais c'est une grille de nombres, 2 par 2. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est l'algorithme standard de multiplication de matrices qu'on a appris au lycée. Comment, lorsqu'on a, voilà, A fois B, etc. Donc ça, c'est vraiment un algorithme standard avec 8 multiplications et ensuite une distribution ainsi. Donc c'est la multiplication matricielle. Et en 1969, il y a eu un résultat très surprenant qui est sorti. Volker Strassen, mathématicien,
à lancer ou créer un algorithme très bizarre, une entrée multipliée, et ensuite ajoutée de manière très étrange. Et ce mathématicien a trouvé un algorithme meilleur que celui qu'on connaît, puisque là, il y a 7 multiplications par rapport à une autre de 8. Et donc, ce qui est important ici, c'est de dire, OK, cet algorithme est très dur à produire. Essayez de le faire vous-même. Prenez une feuille de papier et essayez de trouver un meilleur algorithme que celui-ci, et voilà ce qu'il a produit. C'est très difficile à produire, mais c'est facile à vérifier. Vérifier si c'est correct, parce qu'il suffit de faire une expansion et s'assurer que le résultat correspond bien à ce qui est à gauche. Donc, une fois encore, un problème est dur à résoudre, mais facile à évaluer. Yeah, so what we did is to use machine learning. We said. Et donc, Straussen a pu découvrir un nouvel algorithme. Alors on s'est demandé, est-ce qu'on peut aller plus loin? Et donc on a décidé de former la machine avec ces techniques de renforcement des connaissances. On commence avec ça et ensuite on prend l'algorithme standard, ce qui découvre celui de Straussen. On est ravi que le système redécouvre un ancien algorithme, mais on en veut plus. Et ensuite, la machine découvre un algorithme plus complexe, celui de Ladderman. Et là, il y a eu un moment eureka, lorsqu'ils ont pu découvrir un nouvel algorithme de multiplication matricielle, inconnu, nouveau. C'est à ça que ça ressemble. Ça a l'air très compliqué, n'est-ce pas? Et donc, c'est difficile pour un humain de créer ça, de produire cela, mais il est facile de vérifier que cet algorithme est correct ou non. Je vais vous donner un autre exemple, un peu plus concret. Un problème. On reçoit certains intrants et on souhaite faire rentrer ces informations dans le moindre nombre de conteneurs. Par exemple, c'est utile en logistique, les containers dans des bateaux. C'est ce qu'on appelle le problème de bin packing. Si par exemple, on a un gros cluster d'ordinateurs et on souhaite cartographier différentes tâches sur plusieurs machines, quelle machine doit être utilisée pour quelle tâche? C'est ça le défi. Alors, l'animation fonctionne, et donc là, on a lancé un algorithme, vous le voyez à gauche, en langue naturelle, qui est en mesure de mieux conditionner certains produits. Là, vous voyez un exemple en bas qui vous montre qu'il est possible de conditionner ces produits dans 5 conteneurs au lieu de 6. Donc, à gauche, vous voyez qu'il y a 6 conteneurs, mais avec notre méthode FunSearch, eh bien, il n'y a qu'à utiliser 5 conteneurs. C'est bien sûr un exemple, et imaginez qu'on multiplie le nombre de conteneurs par X, et bien là, ça peut avoir un impact majeur. Et le dernier point que je souhaitais mentionner ici, c'est que ce sujet ne s'applique pas qu'aux algorithmes, mais également aux mathématiques. Et on a fait un partenariat avec des mathématiciens et on a pu découvrir de nouveaux résultats en mathématiques. Souvent, les mathématiques ont pour objet de trouver des objets très rares sur lesquels il est peut-être difficile d'avoir de l'intuition. Donc, on a fait un partenariat avec un grand mathématicien, Jordan Ellenberg, et avec ce système de modèle de langage et de vérificateur, eh bien, ça nous dit comment construire un objet mathématique. Non seulement il vous donne l'objet, mais il vous dit comment le construire. Ainsi, le mathématicien peut regarder cela et se dire « Ah, c'est une bonne idée » et réfléchir dessus. Ce n'est pas pareil que d'autres recherches de calcul où on vous donne l'objet principal. Là, on décrit également comment construire l'objet. Je passe un peu de détails, bien sûr, mais en tout cas, si vous voulez plus de détails, eh bien, il y a pas mal de publications sur les sujets que je viens de mentionner dans nos travaux de recherche, le blog post associé. Donc,
N'hésitez pas également si vous avez des questions. C'est super parlant, on comprend. C'est vachement bien, merci. Et on va bientôt vous permettre de poser des questions. J'avais juste une petite question, juste avant peut-être de parler du futur et peut-être des projets, tu sais, de donner, de permettre à la machine de ressentir des choses, comme le projet GEPA, par exemple. Je voulais que tu nous expliques comment vous travaillez au quotidien, parce que je pense que vous avez des méthodes de travail chez DeepMind qui sont assez originales dans le monde de l'intelligence artificielle. Yeah, so I think part of the success of DeepMind comes from. Je pense qu'un des succès de DeepMind part des méthodes de travail, notre structuration des équipes. Et je pourrais peut-être vous donner quelques points qui, selon moi, sont des ingrédients très importants pour la réussite. J'ai été travailler dans le monde universitaire, j'ai fait mon doctorat au PFL, et un des sujets que j'ai rapidement observé entre le monde universitaire et DeepMind, c'est que on ne court pas après des délais courts publiés en 3 ou 6 mois. Non, notre objectif, c'est d'avoir un impact majeur. On se concentre sur des projets à haut risque et haut gain. Ça ne nous dérange pas si un projet échoue. On l'accepte en tout cas. Et ça, c'est une différence importante entre le monde universitaire et DeepMind, dans le sens où on réfléchit plutôt sur le long terme, plutôt que une temporalité plus courte. Et un autre aspect important, c'est le côté multidisciplinaire. Pour moi, c'est crucial. On a parlé d'AlphaFold tout à l'heure, et ça, c'était vraiment un aspect crucial de ce travail. Se réunir entre ingénieurs, entre scientifiques de recherche, avec différents domaines de spécialité, et se réunir autour d'une table et essayer de trouver et de produire cet outil remarquable. Et une fois encore, je ne suis pas en train d'essayer de critiquer le monde universitaire, pas du tout. Ce n'est pas mon propos. C'est simplement que je n'ai pas vu beaucoup d'exemples de cela dans le monde universitaire, des spécialistes de différents domaines qui se réunissent et qui essayent de créer ensemble un langage commun et travailler sur un projet. Entreprise comme Google, comment garder son identité, son ADN en fait. Presque, vous êtes quasiment une entreprise dans l'entreprise. Comment vous faites ça au quotidien? Yeah, I mean, definitely in the AI for Science team. Oui, dans l'équipe l'IA pour la science, on a beaucoup de liberté pour essayer de trouver les prochaines innovations majeures dans la science. Et c'est une question de long terme, pas de court terme. Et un des derniers aspects dont je voudrais parler en matière de méthode de travail, c'est d'être très concret en matière d'objectifs. Cette mentalité de leader. On cherche à optimiser une métrique, qu'on veut optimiser. Chacun peut présenter ses idées et ensuite on peut créer un tableau de leader. Et c'est comme ça que AlphaFold a pu passer d'une performance basse à une performance très élevée. Ça se fait étape par étape. Ce n'est pas des améliorations d'un coup. Avec des grandes compagnies pharmaceutiques, justement pour mettre au point des nouveaux médicaments. Donc on voit bien que l'IA peut changer notre vie pour le meilleur. Mais j'avais quand même cette question. On voit bien à quel point l'intelligence artificielle peut faire peur aussi. On parlait tout à l'heure du projet GEPA qui peut-être pourrait donner un certain sens physique à la machine, de ressentir certaines choses un petit peu comme un bébé peut tomber et qui va peut-être trouver là le sens de l'équilibre, etc. Donc c'est-à-dire que dans cette course en avant, avec aussi une compétition entre les nations, on peut avoir un petit peu le vertige. Je voulais savoir comment toi, tu réagissais à toutes ces craintes qui pour certaines sont fondées quand même. Yeah, I mean, this is a very important subject. C'est un sujet très important. Je ne suis pas un expert de ce sujet, mais c'est un sujet hyper important. On parle de la transformation des technologies, donc il faut vraiment se méfier de la façon dont on s'attaque à cela. Pour moi, il y a différents impacts à court et à long terme potentiellement. Moi, je vais me concentrer sur le court terme. Le court terme, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent faire des deepfakes, qui peuvent mal utiliser vos données. Les gens ont passé beaucoup de temps à développer des façons de lutter contre cela, avec le watermarking par exemple. Ces problèmes sont fondamentaux, je pense. À mesure que la technologie gagne de l'ampleur,
à mesure qu'elle devient de plus en plus forte, eh bien, on doit également s'armer encore davantage. Le fait que nous avons une équipe multidisciplinaire, donc on a des personnes d'AFX, l'équipe rouge, certaines personnes essayent, avant de lancer quelque chose, on essaie d'avoir des personnes en interne qui s'introduisent dans le système que l'on développe pour ensuite pouvoir s'assurer que nous pouvons minimiser ces risques au maximum. On décide de stopper certains produits. On a vu ça récemment lorsque, à Gemini, lorsqu'on lui demandait de reproduire le photo de soldats nazis, eh bien, elle a fait un peu n'importe quoi. Donc là, on met un peu parfois sur pause certains projets. Ça peut être aussi une option, quoi. Yeah, I think this is normal, right? Je pense que c'est normal. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, nous devons pouvoir l'arrêter de façon définitive. Prendre des questions avec Boris. Jean va applaudir à Lucien Fauzi. Bravo, merci. Voilà, c'est même pas un public de connaisseurs. J'ai rien dit que déjà des mains se lèvent et c'est tant mieux. Levez-vous justement en posant votre question. On a plein de questions. Bonjour, merci pour cet exposé très éclairant. Good afternoon. Je voulais savoir si on a bien compris qu'il y avait une grosse partie du travail qui était autour de l'optimisation. Et donc je voulais savoir si vous pouviez extrapoler cette dimension-là à la deuxième partie du thème qui était répondre aux défis énergétiques du siècle. Merci. Yeah, so améliorer l'efficacité des algorithmes a un impact direct, selon moi, sur les économies d'énergie. Parce que cela a un impact sur les transports, la génération, la production d'énergie. Donc, il y a de très nombreux impacts. Et on peut même se rendre compte que les conceptions matérielles vont pouvoir être améliorées considérablement grâce à l'IA, la façon dont on conçoit des équipements pour capturer le carbone. Je pense que c'est très prometteur. Je n'ai pas de chiffres précis à vous donner, mais c'est vraiment quelque chose que nous avons dans notre ligne de mire. À mesure que l'on développe ces outils, on souhaite qu'ils soient de plus en plus efficaces, mais l'on souhaite également prendre en compte l'aspect carbone. On va vous passer le micro, oui. So I'll do it in English as well. So you said that LLMs hallucinate and cannot create new algorithms. However, do you think that future AIs and maybe est-ce que vous vous rendez compte que l'IA va pouvoir résoudre ce problème? Peut-être qu'ils vont aider à la recherche algorithmique pour répondre à des problèmes fondamentaux comme ceux que vous avez mentionnés dans vos diapositives précédemment. J'espère que, en effet, les capacités de l'IA vont nous permettre de résoudre ces questions très difficiles. Et on y travaille. Je ne sais pas si notre technologie sera celle qui nous aidera à résoudre cela, mais moi, je ne pense pas en général à ce à quoi ressemblent les outils. Moi, je pense plutôt, est-ce que je vais pouvoir résoudre ce problème en particulier? Est-ce que je peux trouver un remède à certaines maladies? Est-ce que je peux générer des matériaux plutôt qu'en général, est-ce que je peux avoir un seul agent qui fait tout à la fois? Voilà, c'est mon point de vue, ma perspective personnelle. Moi, j'ai beaucoup d'espoir concernant ce sujet. Avoir un seul modèle de machine learning qui apprend des données va rendre la solution à ce problème très difficile. Il faut qu'il y ait un système où l'aspect créatif est pris en compte et ensuite on se base là-dessus. Mais vraiment apprendre des données et augmenter les modèles déjà en place, je ne suis pas sûr que cela va nous permettre d'atteindre, de résoudre des problèmes complexes. Bien sûr, on peut résoudre des complexes à difficulté intermédiaire, mais nous, on souhaite dépasser les frontières de ce que l'humain a été capable de faire jusqu'à maintenant, et je ne suis pas sûr que ce soit possible rien qu'en augmentant les systèmes actuels.
We hope so. So thank you for your presentation. Merci pour votre présentation. Je suis chercheur-ingénieur en physique nucléaire. Nous savons que nous pouvons aider à la conception de réseaux de neural networks, mais est-ce que ces derniers peuvent nous aider à découvrir de nouvelles équations de physique et à en résoudre comme les nouveaux algorithmes? Et si c'est le cas, avez-vous quelques exemples? It has happened of discovering new equations. Je ne crois pas que nous ayons découvert de nouvelles équations pour l'heure, mais je suis sûre que certaines personnes ont eu des projets où on fait des publications concernant la loi de Newton, etc. Je pense que cela doit pouvoir être possible parce qu'en fait, au final, l'aspect le plus difficile est d'essayer de comprendre ce qui régit notre univers. Donc les planètes, eh bien en fait c'est la même chose que ce qui régit la gravité avec la pomme qui tombe, etc. Et nous avons trouvé les équations qui expliquent cela. En fait, qu'est-ce que ça veut dire de redécouvrir quelque chose? Est-ce qu'on le redécouvre depuis zéro, depuis le départ, ou est-ce qu'on se base sur des vidéos? Mais je peux imaginer que c'est tout à fait possible de redécouvrir certaines choses en utilisant l'IA moderne. Mettez-vous debout qu'on vous voit. Oui, pardon. I'll go in French for the audience. Merci pour votre intervention. J'avais une question un peu générale, parce que j'ai encore un peu de mal à me faire une idée de la partie vraiment innovante de la Gen AI. Si je vous dis que dans l'état actuel de ma compréhension, je trouve que l'IA générative est une sorte de super interpolateur, parfois un peu extrapolateur, mais qui ne fait qu'interpoler de façon parfois un petit peu aléatoire des quantités massives de données qui ont été injectées en entrée et qui sont pour certaines pas forcément très pertinentes, voire caduques. Est-ce que la Gen AI c'est plus que ça, ou ça n'est qu'un super interpolateur et parfois un peu d'extrapolation pas forcément bien maîtrisée? Merci. Yeah, I mean, it's a great question. C'est une bonne question. Définir l'extrapolation, c'est difficile. Parce que nous n'avons pas de mesures géométriques, de repères géométriques. Je pense que ce qui est impressionnant avec ces technologies, c'est qu'elles nous permettent de prendre certaines données et de les mettre en commun avec d'autres données, puis avec d'autres encore, pour obtenir un résultat final. Mais je pense que ce serait réducteur de dire que c'est juste une interpolation, une reproduction de ce qui est déjà dans les données de formation. Je pense qu'il y a je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je comprends que ce soit assez... on se penche beaucoup là-dessus dernièrement, mais ça ne permet pas de résoudre les problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés. Moi, je suis vraiment défenseur de l'idée que si on doit résumer un texte ou écrire un poème, c'est tâche assez simple, c'est sûrement suffisant, l'IA génératrice, mais si on veut répondre à des questions fondamentales, eh bien, on doit aller plus loin. C'est un système et l'IA générative nous fournit certaines réponses, mais le problème, c'est qu'elle peut parfois halluciner sans même que vous ne le sachiez. Hello, thank you for your talk. Merci pour cette présentation. Je suis très intéressée par le projet DeepMind. Est-ce qu'on simule le plasma
Ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'intégrer davantage de machine learning? L'aspect physique est-il le plus important ou est-ce que c'est plutôt la compétition? Je ne suis pas très au courant de cela, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Je vous suggère de contacter l'équipe et ils vous feront donneront un meilleur aperçu de ça. On vous retrouve dans quelques instants après un élégant chassé-croisé. On ira faire un tour dans le cosmos. À tout de suite.